Fallait-il faire ce meeting? Là, vous prenez sur mon temps, c'est pas correct. Fallait-il faire ce meeting à écouter les camarades qui m'ont précédé? Et je veux remercier les camarades qui sont venus participer à ce meeting, notamment pour certains d'entre eux, à qui cela posait et cela pose toute une série de problèmes d'ordre divers. Merci à ces camarades, et on est frappé par l'unité des problèmes auxquels il nous faut répondre. Non seulement l'unité des attaques, mais l'unité des problèmes que cela pose aux militants que nous sommes, aux travailleurs. Et finalement, à écouter l'ensemble de ces interventions, on se dit: est-il possible de ne pas dire rupture avec l'Union européenne? Est-il possible de dire autre chose? Le camarade grec a dit: le mémorandum, c'est une contre-révolution. Il a 1000 fois raison. Mais qu'est-ce que le pacte de responsabilité chez nous? Qu'est-ce que la loi Macron? Qu'est-ce que la loi Touraine? Qu'est-ce que les réformes Najat Vallaud-Belkacem? Qu'est-ce que la loi NOTRe, la loi MAPAM, le rapport Combrexel? Sinon un long chapelet de mesures contre-révolutionnaires destinées à détruire tout ce que le combat ouvrier démocratique a arraché depuis 2 siècles. Qu'est-ce que les mesures successives des gouvernements en place en Espagne, en Italie, en Allemagne et dans chacun des pays d'Europe, sinon la contre-révolution en marche? Alors est-il possible de dire autre chose que rupture avec l'Union européenne? Bien sûr, on nous dira: la rupture avec l'Union européenne ne résout pas tout, c'est vrai. Du point de vue de la classe ouvrière, la rupture avec l'Union européenne, c'est le premier maillon d'une longue chaîne. C'est le premier maillon d'une série de mesures politiques qui appellent la nécessité de balayer les institutions non seulement de l'Union européenne, mais de la Ve République, qui appellent la nécessité d'instaurer un authentique gouvernement de la classe ouvrière et de la démocratie, guidé par une seule exigence, la satisfaction des besoins d'immenses majorités. Un gouvernement capable de prendre des mesures élémentaires, que serait l'annulation de la dette, l'arrêt des privatisations, l'arrêt des guerres interventions impérialistes en Syrie, en Irak, au Mali ou Centrafrique. Un gouvernement capable d'interdire les licenciements, de renationaliser les services publics privatisés, de rétablir le monopole de services publics, de la SNCF, d'EDF et d'autres encore. Certes, camarades, la rupture avec l'Union européenne ne règle pas tout. Mais la soumission à l'Union européenne règle tout. Aussi longtemps que dure la soumission à l'Union européenne des partis, des organisations et des dirigeants qui se réclament de la classe ouvrière et de la démocratie, alors cette soumission maintenue à l'Union européenne, cette soumission implique que d'une manière ou d'une autre, on s'accommode, on accompagne les mémorandums, les pactes de responsabilité, les contre-réformes. Et cela implique que d'une manière ou d'une autre, on renonce à combattre pour abroger ces mesures réactionnaires. Rupture ou non-rupture, soumission ou non-soumission au carcan de l'Union européenne, c'est la question majeure à laquelle le mouvement ouvrier dans chacun de nos pays est confronté. Le Parti ouvrier indépendant revendique le droit comme parti de s'exprimer sur les sujets qui concernent la classe ouvrière, la société. Il revendique par exemple le droit de dire qu'au moment où s'est nouée la Sainte Alliance contre-révolutionnaire continentale, qui après le référendum du 5 juillet en Grèce, a vu les dirigeants de tous les partis, de toutes les organisations, unir leurs voix pour dicter au peuple grec qu'il devait rester dans l'Union européenne. Nous avons le droit de dire qu'à ce moment-là, le fait que la Confédération européenne des syndicats prenne la responsabilité de faire contresigner le 7 juillet une lettre commune à tous les dirigeants de toutes les confédérations syndicales de France, d'Italie, d'Allemagne, de Grande-Bretagne, d'Espagne. Une lettre dans laquelle, au nom des travailleurs de nos différents pays,
Ces dirigeants disaient au peuple grec, vous devez rester dans l'euro, vous devez rester dans l'Union européenne. Nous avons le devoir, nous, partis ouvriers indépendants, dans le respect de l'indépendance des organisations syndicales, de dire que cette lettre de la Confédération européenne des syndicats ne reflétait pas le point de vue des travailleurs de France et d'Europe, qui, dans leur immense majorité, sont aux côtés de nos frères grecs dans la lutte contre le mémorandum et l'Union européenne. Bien sûr, la France n'est pas la Grèce, pour des raisons historiques que nous connaissons. Les conquêtes arrachées par la classe ouvrière en France se situent à un niveau plus élevé que celles qu'elles étaient en Grèce. Mais quiconque aurait l'illusion que le sort réservé aux travailleurs grecs sera épargné aux travailleurs français, allemands, espagnols, risquerait d'être surpris par ce qui se prépare dans les prochaines années. Nous partons de plus haut et donc nous tombons de plus haut, mais dans la même direction. Et les mêmes politiques, et les mêmes dirigeants, des partis de droite comme de gauche, soumis au carcan de l'Union européenne, sacrifient les droits, les garanties, les services publics, l'avenir de la jeunesse, chez nous comme en Grèce, au seul bénéfice du remboursement d'une dette qui n'est pas la nôtre, au seul bénéfice du renflouement des banquiers et des spéculateurs, aux seules fins d'alimenter le CICE par lequel les capitalistes bénéficient de dizaines de milliards pris sur les fonds publics. Alors, camarades, je l'ai dit, nous respectons l'indépendance des organisations syndicales. C'est inscrit dans notre charte, dans notre plateforme. Et nous ne nous reconnaissons pas le droit de dire aux organisations syndicales ce qu'elles ont à faire. Comme nous ne reconnaissons le droit à personne de nous dire à nous, comme parti, ce que nous avons à faire. Le manifeste du Parti ouvrier indépendant, adopté dans son congrès de fondation dans cette salle en 2008, conserve une totale actualité. Et je recommande aux camarades qui l'auraient oublié de le relire. Je recommanderais même à la rédaction de la Tribune des Travailleurs de le reproduire. Et dans ce manifeste, il est dit ceci: la reconnaissance de la lutte de classe signifie la reconnaissance du droit pour les exploités et les opprimés de s'organiser en toute indépendance, et en particulier de disposer d'organisations syndicales indépendantes de l'État, de l'Union européenne, du gouvernement, des patrons, et dont l'indépendance suppose aussi l'indépendance vis-à-vis des partis politiques. Et le manifeste poursuit: le Parti ouvrier, pour sa part, tout en inscrivant dans son programme la nécessité du renforcement et de l'indépendance des organisations syndicales conformément à la Charte d'Amiens de 1906, affirme sa propre indépendance vis-à-vis de toute organisation, quelle qu'elle soit. Malheur à celui qui ne retient de ce manifeste que l'indépendance des syndicats vis-à-vis du parti et qui oublie la nécessaire indépendance du parti vis-à-vis des syndicats. Oui, en toute indépendance et conformément à notre manifeste de fondation, il nous revient de dire que la classe ouvrière a plus que jamais besoin d'organisations indépendantes. Comme parti, il nous revient de dire que la démocratie politique repose sur l'existence de syndicats indépendants et de partis, et que par conséquent le corporatisme est contradictoire à la démocratie politique. Comme parti, il nous revient de dire qu'une conférence sociale associant syndicats, patrons, gouvernement, pour la mise en œuvre de la feuille de route du gouvernement est contradictoire à la démocratie et aux intérêts de la classe ouvrière. Comme parti, il nous revient de dire que le carcan des institutions de l'Union européenne est contradictoire à la démocratie
qu'il s'agisse de la Commission européenne, du Parlement européen, de la Banque centrale européenne ou de la Confédération européenne des syndicats qui n'est qu'une branche subsidiaire de l'Union européenne. Beaucoup de camarades ont dit avant moi, et à juste titre, que beaucoup de choses se concentrent aujourd'hui dans l'offensive contre le Code du travail. Et le Parti ouvrier indépendant fera tout à l'heure une proposition à ce sujet. Mais enfin, camarades, la revendication d'un vrai travail, d'un vrai salaire, et on pourra ajouter d'un vrai logement, de vrais diplômes, ou encore d'un vrai système de santé, d'une vraie école, de vrais hôpitaux. Ce ne sont pas des revendications révolutionnaires. Elles ne devraient pas appeler un bouleversement de la société. Ce sont les revendications les plus élémentaires que tout peuple civilisé sera en droit de revendiquer. Et pourtant, aujourd'hui, elles sont refusées systématiquement à l'immense majorité des jeunes, des moins jeunes, des salariés, des retraités, des chômeurs. Elles sont refusées parce qu'elles sont incompatibles. Incompatibles avec quoi? Incompatibles avec les exigences de l'Union européenne. Et on va nous dire aujourd'hui une nouvelle fois à propos du Code du travail, comme on nous l'a dit en d'autres circonstances, certes il faut refuser le rapport contre Bruxelles, mais enfin on ne peut pas tout refuser. On ne peut pas s'en tenir au statu quo. Il faut reconnaître la nécessité de dépoussiérer, de toiletter, de rajeunir des textes vieillots. Camarades, une position d'indépendance ouvrière, c'est de dire le Code du travail, on n'y touche pas. Il n'a besoin ni de toilette, ni de dépoussiérage. Il est gros, il est épais, il est compliqué, c'est tant mieux comme ça. Il y a quelques années, j'ai participé à une conférence syndicale aux États-Unis. Un délégué syndical a agité un document qui n'était pas plus épais que ça. Il a dit à ses camarades, vous savez ce que c'est ça? C'est le recueil de nos droits ouvriers aux États-Unis. C'était un feuillet avec 6 pages. Il a dit en Europe, ils ont des codes du travail gros comme ça. Il a dit plus il est gros, plus ça défend les ouvriers. Je sais bien que je vais vous dire, il faut faire attention. Ce gouvernement n'est pas formidable, mais comparé à celle qui pourrait devenir présidente de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, bien évidemment, il faut quand même faire attention. Il faut protéger ce gouvernement, tout à éviter. Camarades, cela fait belle lurette qu'on ne fait plus prendre aux travailleurs de ce pays les vessies pour les lanternes. Évidemment que Le Pen, père ou fille, c'est l'infâme réaction. Mais camarades, comment est-ce qu'on lutte contre la réaction? On lutte contre la réaction en défendant la démocratie. On lutte contre la réaction en défendant les droits ouvriers. On lutte contre la réaction en se battant contre toute atteinte au Code du travail, en se battant pour l'abrogation de toutes les contre-réformes, en se battant pour l'abrogation du pacte de responsabilité. Seule la classe ouvrière, en réalisant son unité sur ses exigences, a la capacité de combattre la réaction, pas avec des mots mais dans les faits. Le combat contre la réaction, c'est la classe ouvrière réalisant son unité dans la grève générale, pour la défense de ses droits, celle qui a fait défaut en Grèce pour des raisons politiques que nous connaissons. Le combat contre la réaction, c'est le combat maintenant pour défaire, pour faire reculer, mais aussi pour défaire le gouvernement Hollande-Valls, car c'est lui qui est le fourrier de la réaction dans ce pays. Alors, ce combat-là, c'est au mouvement ouvrier qu'il revient de le réaliser. C'est à la classe ouvrière qui se heurte dans son propre camp à des obstacles qu'il lui faudra bien surmonter. Et c'est pour surmonter ces obstacles qu'un parti est nécessaire. Je sais bien qu'il est dans l'air du temps de dire que les partis sont dépassés, que nous n'en avons plus besoin, que d'autres formes peuvent s'y substituer, des associations, des ONG, des journaux. Là, renoncer à construire un parti, c'est renoncer à poser le problème du pouvoir de la classe ouvrière. Renoncer à construire un parti reviendrait à dire que le pouvoir restera éternellement entre les mains de la classe des exploiteurs et des oppresseurs.
Renoncer à construire un parti, cela voudrait dire que de manière éternelle et indéfinie, au nom de la dette et de la dictature du capital financier, il sera toujours possible aux patrons d'imposer davantage de déréglementation et de surexploitation. Mes camarades, si on estime que la classe ouvrière a le droit légitime de revendiquer le pouvoir, si on estime qu'elle a le droit légitime de revendiquer de prendre entre ses mains l'avenir de la société, alors oui, cela exige un parti. Et disons-le, ce parti, il faut le construire. Le Parti ouvrier indépendant ne prétend pas être à lui tout seul ce parti, mais il prétend aider à le construire. Il s'est dit dans la dernière période, il s'est écrit beaucoup de choses sur le Parti ouvrier indépendant. Mes camarades, à quoi bon d'écrire? À quoi bon dire? Il est là, le Parti ouvrier indépendant. À ceux qui ont des doutes, ou à ceux qui font mine de s'interroger ou d'avoir des doutes, on répondra simplement: le Parti ouvrier indépendant, ce ne sont pas des intrigues de couloir, ce ne sont pas des coups d'État en antichambre, ce ne sont pas des initiatives intempestives à coups d'huissier ou que sais-je encore. Le Parti ouvrier indépendant, ce sont ses militants, ce sont ses adhérents, ce sont ceux qui le construisent et qui mènent les campagnes. Alors oui, nous avons dit, nous voulons préparer un congrès qui soit celui du POI des origines. Le POI des origines qui s'est constitué dans cette salle, au cri de l'Union européenne, ça suffit, en 2008. Le Parti ouvrier des origines, celui dont la colonne vertébrale est le combat dans la lutte de classe, qui intègre le combat pour l'unité des travailleurs et des organisations, mais qui intègre aussi toutes les manifestations de la lutte de classe. C'est le parti qui condamne et qui combat toutes les interventions militaires du gouvernement français, dont aucune n'est légitime. C'est un parti qui s'est constitué quelques années après la chute du mur de Berlin, en rejetant toutes les scories issues du stalinisme, en rejetant la calomnie, le mensonge, l'anathème, la prétention à imposer une pensée unique au mouvement ouvrier. C'est un parti qui s'est construit en rétablissant les rapports de fraternité, de libre discussion et de respect mutuel entre toutes ses composantes et plus généralement entre tous les courants du mouvement ouvrier. C'est cela le Parti ouvrier indépendant fidèle à ses origines. Ce Parti ouvrier indépendant fidèle à ses origines que nous avons constitué sur cette base, que nous allons continuer à construire en l'aidant à retrouver ses origines et ses bases. Quoi que certains en disent, quoi que certains en pensent, que cela plaise ou déplaise, ce POI vit, ce POI vivra. Ce parti, nous allons ensemble le faire progresser dans la campagne pour la défense du Code du travail, dans la campagne pour aider la classe ouvrière à s'ouvrir la voie du tous ensemble, dans la campagne pour aider à l'unité des travailleurs et des organisations pour en finir avec cette politique réactionnaire, la plus réactionnaire qu'ait connue la Ve République, celle du gouvernement Hollande-Valls, dans la campagne avec nos camarades de toute l'Europe en relation avec ce qui se passe en Grèce. Nous allons le construire dans la libre discussion avec tous les militants ouvriers, les élus, les démocrates, autour de la tribune libre que constitue la tribune des travailleurs. Et nous allons préparer un congrès du POI, dont la principale caractéristique qui pourrait sembler banale, mais qui par les temps qui courent ne l'est pas, c'est que ce congrès sera ouvert à tous les adhérents du Parti ouvrier indépendant, sans restriction, sans condition, sans discrimination, car tous ont leur place. Alors oui, camarades, ce meeting aujourd'hui est le premier pas vers la réalisation de ce congrès du POI fidèle à ses origines. D'Athènes à Berlin, de Rome à Londres en passant par Paris. Ce meeting signifie que l'unité des travailleurs et des peuples du continent est en train de se forger
pour mettre à bas l'Union européenne, la Banque centrale européenne et ses traités. Ce meeting signifie que c'est sur ce chemin, sur cette orientation, que vont se jeter les bases de l'Union libre, des peuples et des nations libres de toute l'Europe, débarrassés de l'exploitation et de l'oppression. Ce meeting signifie que la classe ouvrière vit, qu'elle se dispose pour le combat. Ce meeting, c'est celui de l'Internationale ouvrière, c'est celui du POI qui vit et du POI qui vivra.